Aujourd'hui, on va parler un peu sur les modes d'enseignement et leur impact sur la socialisation des enfants en situation de handicap visuel ou les personnes voyantes au Maroc. Tout d'abord, l'évolution de la scolarisation des enfants non-voyants au Maroc s'inscrit dans une vision globale d'une société du passage vers une société, une société inclusive où toute personne peut réjouir du droit aux services sociaux. Néanmoins, oh my goodness. Néanmoins, il y a une forte corrélation entre la déficience et la scolarisation. Sachant que selon l'enquête nationale de 2014, 41%, seulement 41% des enfants non handicapés peuvent avoir accès à l'enseignement contre 99% pour les enfants non handicapés. Les filles sont davantage exclues les filles handicapées sont davantage exclus d'accès à la scolarisation. Une étude empirique menée en 2011 et publiée en 2017 a fait preuve que l'exclusion, ou si vous voulez la déperdition scolaire, c'est dû à des barrières structurelles, à savoir le manque des institutions spécialisées, la distance géographique des écoles et le manque d'accessibilité dans les écoles ordinaires et dans la société en général. En 2018, le Maroc a passé à la généralisation de l'éducation inclusive à travers le programme national de l'éducation inclusive où 80 000 enfants handicapés ont pu euh, avoir accès à l'école ordinaire. Il est constaté que l'enseignement spécialisé continue d'être le destin des enfants non et malvoyants et les enfants sourds. Euh, il est supposé que ces personnes, les personnes à déficience visuelle, sont non intégrables contre une catégorie, un groupe de personnes handicapées, surtout leur handicap mental et physique, qui sont considérés comme intégrables. Euh, donc, il faut dire aussi qu'au Maroc, les modes d'enseignement réservés aux personnes non-voyantes sont deux modes. Ce sont deux modes, à savoir que depuis 1968, le Maroc a créé une organisation qui s'appelle l'OAPAM, l'Organisation alaouite pour la promotion ou si vous voulez, la protection des aveugles. L'organisation a été chargée de l'éducation des enfants aveugles au Maroc. Il a 13 centres spécialisés toutes au long du royaume. Donc, on a juste 13 centres qui accueillent à peu près 1000 enfants en situation de handicap visuel. Il est et il faut préciser tout d'abord dans the outset de ce travail que ici, je ne suis pas en mesure d'évaluer la prise en charge dans ces centres d'éducation, les centres spécialisés, mais plutôt, je veux parler et un peu essayer de comprendre qu'est-ce que ça se passe à travers les expériences des parents et des enfants euh, des enfants aveugles. Loin de toute évaluation du travail de ces centres, donc ici, on n'est pas en train d'évaluer le travail des centres. Il y a en fait deux modes d'enseignement. Il y a les centres qui fournissent une éducation tout au long du cursus scolaire, allant du primaire, je dis bien le primaire, jusqu'au bac.
Et il y a d'autres centres qui fournissent juste l'éducation du primaire jusqu'à la fin de premier ou de cycle secondaire. Donc après, l'enfant, il a deux choix, soit d'aller chercher un autre centre dans une ville, dans une ville plus proche que son lieu d'habitat, ou il est obligé de quitter l'école pour de bon. C'est les cas en fait pour plusieurs filles qui sont obligées de quitter l'école et cela peut être expliqué par deux facteurs. Le facteur structurel, à savoir l'absence des internats réservés aux filles dans la majorité des centres spécialisés au Maroc. Et c'est un facteur culturel où les familles ne laissent pas leurs filles aller dans des villes lointaines pour vivre, surtout avec un handicap. La scolarisation à Mohammedia, c'est un peu particulier parce qu'il est situé entre la ville de Casablanca et la ville de Rabat, où il y a deux centres spécialisés parmi les grands centres du Maroc. Celui à Casa, il n'a pas un internat pour les filles. Par contre, celui à Rabat, il fournit l'internat pour les filles. Aussi, il est constaté à Mohammedia qu'il y a des familles qui choisissent d'inscrire leurs filles dans des écoles ordinaires. Maintenant, ce qu'on veut faire dans cet article, un peu essayer de décortiquer les facteurs qui poussent les familles à choisir telle ou telle école et bien entendu l'impact de ce choix sur la socialisation des enfants. Pour la méthodologie, j'ai opté pour une méthodologie qualitative où je vais essayer d'évaluer, un peu de peser de la sociologie critique pour évaluer la situation des enfants, de l'éducation des enfants au Maroc, des enfants handicapés au Maroc. Et puis, pour la collecte des données, j'ai opté pour l'entretien semi-directif où j'ai mené 5 entretiens avec des familles ayant des enfants scolarisés, des enfants non-voyants scolarisés. 2 entretiens ont été menés en mode présentiel, deux avec le papa et un avec la maman. Les deux autres entretiens ont été menés en mode distanciel à travers l'application WhatsApp et dont l'un a été assisté par l'enfant lui-même. Euh, L'impulsion récente des normes internationales sur 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 les cadres normatifs et légaux nationaux est apparente, sauf que les fondements culturels et sociaux de la réhabilitation persistent dans le sens où même la Constitution de 2011, c'est vrai qu'elle a banni toute forme de discrimination basée sur le handicap dans l'introduction, et elle a réservé un article pour les personnes handicapées. Néanmoins, on voit bel et bien que cet article est basé sur une fondement médical de l'handicap, dans la mesure où il considère que la réhabilitation est la seule solution pour encourager, pour donner aux personnes handicapées la possibilité de participer dans dans la société. Aussi, l'usage du terme personne en situation de handicap semble faire une convergence entre tous les acteurs dans le champ de handicap au Maroc.
Sauf qu'il faut dire que ce terme, les personnes à besoins les personnes en situation de handicap, il s'appuie sur une approche, de processus de la production des handicaps et le modèle des droits de l'homme où en fait, le handicap, c'est l'interaction entre la personne et la société. Autrement dit, le modèle MDH-PPH fait part de la responsabilité du corps handicapé dans la situation de discrimination, sauf que, au Maroc, le aspect interactionnel ne s'affiche pas ou s'affiche peu dans les politiques publiques du Maroc. Donc, Pour vous dire, est-ce que vous n'avez pas avancé votre diapo? Est-ce qu'on est toujours à la diapo introduction? Juste vous non, mentionner. non, normalement, il faut qu'il avance. D'accord, alors on n'a pas avancé. C'est On juste vous doit aller mentionner. au diapo, je crois, 7. Juste le mentionner à votre assistant. Merci Merci. beaucoup. Merci. C'est bon maintenant? Merci. D'accord. Donc, j'ai dit que la réhabilitation constitue un fil conducteur des politiques publiques au Maroc, destinées aux personnes handicapées. L'hégémonie de cette idéologie se manifeste dans la conceptualisation des équipements techniques, dans la mesure où même l'enquête nationale sur le handicap de 2014 et le fonds d'appui social qui a été établi en 2019 perçoivent les aides techniques comme des outils de réparation de la déficience fonctionnelle. Malgré l'usage intensif des équipements techniques par les personnes, surtout non-voyantes, dans la vie quotidienne pour surmonter les barrières dispersées dans l'environnement, ces équipements sont toujours conçus par les cadres normatifs national comme des moyens de réparation. Il est dans le sens que les barrières sont mises à l'abri, donc il y a, comme si on dit qu'il n'y a pas de barrière dans la société et les aides techniques sont pour aider la personne à surmonter sur à être normal à ce qu'on attend de lui dans la société. Euh, donc, pour pour les politiques publiques, ils disent qu'ils adoptent une approche basée sur les droits de l'homme, mais ça, c'est sur le niveau rhétorique, mais en réalité, on voit bien qu'ils sont toujours inscrits dans cette logique de réhabilitation, dans la mesure où le programme national de l'éducation inclusive même, lorsqu'il évoque que l'objectif son objectif, son objectif, c'est d'inclure la personne, l'enfant non-voyant dans l'école normale. Donc, cet enfant, elle est supposée, on attend de l'enfant qu'il se hisse dans l'échelle de normalisation pour qu'il soit apte à rejoindre l'école normale. Donc, l'école n'est pas prête à se transformer pour rencontrer ou pour répondre aux besoins de l'enfant. Donc, pour pour le résultat de l'enquête terrain, il faut dire que le choix de l'école, soit ordinaire, soit l'école spécialisée, est, est conditionné par deux facteurs majeurs. C'est le type de l'handicap, le type de la déficience, bien entendu, et l'absence des écoles spécialisées ou d'une école spécialisée à la ville de Mohammedia. Pour l'école, pour l'école, pour ce qui est de l'école spécialisée, toutes les familles
toutes les familles, les familles déclarent que l'absence d'une école spécialisée, ils étaient obligés d'aller chercher des écoles ordinaires dans le quartier, dans la ville, qui acceptent d'accueillir leurs enfants. Donc, donc la préoccupation pour l'avenir de l'enfant commence dès le premier âge. Pour le degré de la déficience, deux types de réponses ont été adressées aux familles, soit le rejet catégorique dans le cas des enfants non-voyants, et aussi l'autre réponse, c'était l'essai pour les enfants malvoyants. Les crèches semblent des moments clés, ou si vous voulez, l'enseignement préscolaire semble un moment clé pour faire une décision, pour décider sur le choix de l'enfant, car pour toutes les familles qui ont approché les crèches à la ville de Mohammedia disent qu'ils ont trouvé beaucoup de difficultés euh, pour avoir leurs enfants acceptés à la crèche. Donc, les familles, ils sont essayer de trouver les voies communément parcourues par toutes les familles toutes les familles avec un enfant non handicapé. Donc, les familles veulent que leurs enfants vont à une crèche soi-disant ordinaire pour qu'ils soient avec tout le monde, tous les enfants à l'école. Ce désir d'être, ce désir d'être comme tout le monde est entravé par deux facteurs, soit par la singularité de l'enfant, soit par la stigmatisation des camarades de classe, le manque d'accompagnement durant l'enfance durant l'enfance précoce pousse les familles à adopter une approche, si vous voulez, une approche surprotectionniste de l'enfant, dans la mesure où l'enfant se trouve toujours très attaché aux membres de sa famille et il veut pas aller, il refuse d'aller à une crèche ou à une école comme tous les enfants. Pardon, vous dire, il vous reste 3 minutes. Ok, Désolée. ok, donc je passe à la, donc je passe à en conséquence, aussi l'enfant dans les classes ordinaires, l'enfant, il est toujours puni parce qu'il n'est pas pu mobiliser des compétences comme les autres enfants handicapés. Donc, dans ce cas-là, il est toujours mis à l'abri, il est toujours discriminé et même parfois, il est sujet de stigmatisation. Euh, Donc, il y a aussi un constat que la façon ou si vous voulez, la qualité de l'enseignement diffère des écoles publiques et des écoles privées, dans la mesure où dans l'école publique, les enfants, selon les familles, sont toujours euh, stigmatisés, sont toujours exclus, mais par contre, dans les écoles privées, ça se passe autre chose. Sauf que selon des familles, le traitement de l'enfant dans les écoles privées, c'est beaucoup plus mobilisé par le désir, ou si vous voulez, le gain, le profit matériel, que par l'intérêt de l'enfant. Euh, Donc, pour l'école spécialisée et la déficience, un choix déterminé, donc dans la mesure où, une fois les familles avoir un enfant handicapé, elles pensent automatiquement à l'école spécialisée. Mais ça, c'est renforcé par le refus des écoles ordinaires. Donc, cependant, l'accès à ces établissements,
il y a un manque d'informations sur les écoles spécialisées et pour les familles, de la moyenne classe, ils recourent à l'internet pour chercher les écoles. Mais par contre, pour les familles à faible revenu, c'est toujours les associations locales et les agents de développement des associations qui leur, partagent des expériences, sur les écoles, spécialisées. Heu, pour l'école spécialisée et le genre, on constate que pour les filles, comme j'ai dit au début, les filles non-voyantes, heu, l'accès des filles non-voyantes à l'école spécialisée, c'est entravé par le manque des internats dans la majorité des écoles, au Maroc. Donc donc, le, heu Donc cette, Confusion. le manque d'internat a eu un impact très, très grand sur la scolarisation des filles non-voyantes, dans la mesure où la majorité d'entre eux, essaient de contacter le centre de Temara de Rabat parce qu'il a l'internat là-bas. Mais sauf que la qualité de la prise en charge dans le centre à pousser des familles à changer d'avis et à d'accepter de faire avec les contraintes imposées par le transport, vers Casa et par le transport et d'accepter d'inscrire leurs filles dans l'école de Casa. La médiatisation sur internet, sur les réseaux sociaux des problèmes vécus par quelques familles avec le centre de Rabat, a poussé même des familles à renoncer à l'idée d'inscrire leurs filles dans des écoles spécialisées et préférer d'aller chercher des écoles ordinaires. Heu, Mounir, est-ce que vous pouvez nous conclure en une ou deux phrases et nous allons devoir passer à la période de d'accord, questions. Merci. d'accord. Pour heu Donc, pour conclure, même les familles qui ont choisi d'inscrire leurs enfants dans des écoles, ordinaires, ils étaient motivés par ce désir de normaliser l'enfant dans la mesure où ils essaient de pousser l'enfant de doubler ses efforts pour qu'il puisse, étudier avec des enfants sans handicap. Et l'autre revers de la médaille du problème, c'est que essaie de normaliser aussi le handicap dans l'école, dans la société, pour pousser les camarades de classe à accepter, la différence au sein du groupe. Cependant, ce choix est souvent, coûteux pour l'enfant handicapé parce qu'il est toujours, dans la mesure où il est toujours, dans le ce 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 cette option d'aller chercher quelqu'un qui pour les aider, pour le lire et voilà, merci pour votre attention. Je sais que j'étais un peu Merci beaucoup. Merci. compris. Est-ce qu'il y a des questions, soit en visio, soit dans la salle? Alors, nous avons une première question. Bon, Je n'entends rien. Vous m'entendez? Maintenant oui, maintenant oui. Bonjour, je suis Laetitia, éducatrice spécialisée. Je voulais vous demander si dans les écoles, vous avez aussi des personnes comme des auxiliaires de vie scolaire pour aider ces enfants justement en situation de handicap visuel. Au Maroc, vous savez qu'on a commencé l'éducation inclusive en 2019. Donc, les AVS, si vous parlez de ça, donc ils sont toujours, ils accompagnent toujours des enfants avec surtout des l'handicap mental ou l'autisme. Mais ce qui est dérangeant au Maroc, si vous voulez, c'est que les AVS sont payés
par les familles même. Donc, la famille doit aller chercher une AVS. Et l'autre chose, c'est que maintenant, les salaires des AVS au Maroc sont un peu chers parce ils sont pas nombreux. Et aussi, on a une forte demande, donc il y a cette contrainte cette contrainte financière. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? J'avais une question sur ça, je vous pose une question sur l'accès au matériel pédagogique. Qu'en est-il de l'accès à la production de livres et de manuels en braille au Maroc? C'est ça le problème maintenant. Au Maroc, on n'a pas des associations. Les associations qui disposent des imprimantes braille sont limitées. Il y a, je crois, 2 ou 4 dans tout le Maroc. Cependant, dans les écoles spécialisées, ils disposent pas tous des imprimantes braille. Je crois que c'est juste celles qui ont dans des grandes villes. L'autre problème structurel, c'est que maintenant, avec la régionalisation avancée au Maroc, on assiste à des différences dans les manuels scolaires entre cette région et l'autre région. Donc, pour envisager une solution plus globale, c'est un peu difficile. Et c'est l'enfant handicap, c'est l'enfant non-voyant qui assume la responsabilité de toutes ces barrières. Elle est toujours, d'après une autre recherche que je fais dans le cadre de mon master à Marrakech, il se trouve obligé de faire avec le minimum dans la scolarisation pour qu'ils puissent décrocher surtout leur diplôme secondaire de baccalauréat. Merci. Une dernière question, Hervé. Oui, c'est une question personnelle pour vous parce que je suis moi-même non-voyant et je suppose que vous n'êtes pas très nombreux à faire des études universitaires. J'aurais bien aimé savoir, me dire en 2 mots comment vous avez fait parce que ça m'intéresse. Je crois qu'on s'est rencontrés au Maroc, si vous étiez à Tanger il y a 2 ou 3 ans. Mais pour vous dire que pour moi, c'est la famille qui m'a poussé de faire le cursus que j'ai fait jusqu'à maintenant. 2, si vous voulez, c'est un peu l'école spécialisée, bien entendu, parce que quand même, j'étais éduqué dans l'école spécialisée pendant 6 ans. Et puis, c'est un peu les occasions que j'ai eues dans ma vie pour aller voir des expériences partout dans le monde. Donc, c'est ça. Donc, c'est beaucoup plus la famille et les occasions que d'autres choses. Il y a des enfants dans des régions, si vous voulez, montagnardes ou rurales, qui n'arrivent pas à imaginer l'éducation dans une classe ordinaire. Ils se contentent d'aller apprendre le courant et peut-être aller chercher un emploi dans ce secteur au niveau local. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Mounir Karala, pour cette présentation très intéressante. Je vous en prie. Alors, nous allons sans plus tarder passer à notre prochaine conférencière, qui est Kautar Labouchi Chedi, qui va nous parler de la déficience intellectuelle à l'épreuve de l'école ordinaire. Donc, est-ce que vous allez bonjour, vous allez présenter vous-même le PowerPoint? Oui, bonjour. Donc, je vais présenter mon PowerPoint. La caméra, s'il vous plaît. Pardon. Oui, Mounir, on vous voit encore. Est-ce que vous pouvez fermer la caméra? Ah, d'accord, d'accord. Merci. Merci beaucoup.